Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de revue de presse des langues. Bon, c'est un format très évolutif, je viens de commencer. On verra ce que ça donne au bout de plusieurs épisodes. Je vais essayer d'en faire au moins un par mois, peut-être plus. Commençons tout de suite par la découverte en Turquie sur le site de Boğazköy Atuşa d'une tablette qui contient, tout en étant en langue hittite, un passage venu d'une autre langue anatolienne. Donc est-ce que c'est une langue louvite? Est-ce que c'est une langue para-hittite? Exactement, on ne sait pas. Il n'y a pas encore beaucoup d'informations sur le sujet, simplement donc, une déclaration du professeur Daniel Schwemmer de l'université de Würzburg, Julius Maximilians. C'est assez intéressant parce que plusieurs fois les langues anatoliennes ont révolutionné un peu notre façon de voir l'histoire des langues indo-européennes depuis le dernier siècle. Et là, ce serait encore une nouvelle langue à ajouter au catalogue des langues anatoliennes. Bon, ce qui peut paraître bizarre, c'est que le peuple hittite ait enregistré sur des tablettes des langues qui n'étaient pas la leur. Pourquoi ? En fait, ça ne serait pas du tout la première langue à être comme ça enregistrée sur une tablette qui contient le reste du texte en hittite. Les Hittites avaient l'habitude de garder la langue originelle dans laquelle les liturgies étaient faites. Et donc, on a plusieurs langues comme ça qui ont été sauvegardées grâce au travail d'archives hittites finalement. Une autre déclaration de la professeure Elisabeth Rieken de l'université de Marburg nous dit qu'il s'agit très probablement d'une autre langue anatolienne. Donc bon, ça, si c'est une spécialiste, on peut la croire. Il est plutôt facile de repérer si une langue est anatolienne ou pas. C'est ensuite dans les détails que la science nous apprendra plus tard exactement la place de cette langue. Donc ça pourrait être une langue louvite, mais on n'est pas du tout sûr. Comme quoi les ruines hittites n'ont pas encore livré tous leurs secrets. La deuxième nouvelle, plus internationale, concerne l'enseignement du français en Algérie. Il y a une longue tendance de fond qui est de réduire la part du français dans l'enseignement algérien et de privilégier d'une part l'arabe et d'autre part l'anglais. Et une loi qui avait déjà été votée il y a plusieurs années pour réduire la part du français et augmenter celle de l'anglais est maintenant appliquée par l'administration algérienne. Alors il y a eu un article dans Le Monde, ça a fait beaucoup parler en France. De ce que j'ai compris, c'est qu'il y a 2 classes maintenant de 45 minutes pour l'anglais à l'école, à l'équivalent de l'école primaire en Algérie. Et l'angle avec lequel les médias français se sont emparés de cette histoire, c'est le fait que maintenant il n'est plus possible pour les élèves algériens de passer en même temps le baccalauréat algérien et français. Apparemment, même si la loi avait été votée il y a quelques années, certaines écoles avaient encore un double programme, c'est-à-dire qu'elles enseignaient le programme français, et maintenant, ce serait plus possible. Alors, ça m'a intéressé et j'ai trouvé qu'il y avait 22 écoles qui avaient le label Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, AEFE, sur 586 écoles privées agréées en Algérie. Donc, si ça ne concerne que cette école, ce n'est pas si énorme que ça. Ce qui est intéressant dans cette nouvelle, c'est qu'on voit comment la politique d'un pays va orienter finalement sur le long terme les aptitudes linguistiques de ses citoyens. On n'est pas une chaîne de géopolitique, alors on ne va pas commenter les relations entre les deux pays, mais simplement, je trouvais ça intéressant de voir comment le choix simplement qu'on peut avoir à l'école dans un pays d'une langue peut déterminer notre futur. Si on passe le bac d'un autre pays, d'ailleurs, pour moi j'aurais tendance à dire que c'est plutôt une chance de passer et un bac dans un programme d'un autre pays et de l'autre. D'un autre côté, c'est forcément une espèce d'ingérence finalement, le fait de passer le bac d'un autre pays. Bon, c'est intéressant. La géopolitique de l'école, c'est quand même quelque chose sur quoi il faut garder l'œil. Troisième nouvelle, cette fois, on va parler d'une étude par Chouerou Wei et Ali qui nous parle de la façon dont sont connectés les cerveaux de locuteurs d'une langue différente. Donc pour cette étude, ils ont choisi 47 locuteurs de l'allemand, locuteurs monolingues qui ne parlent que l'allemand, et 47 locuteurs de l'arabe qui ne parlent donc que l'arabe. Et ils ont essayé de, en faisant des IRM, voir quelles étaient les parties du cerveau qui étaient plus sollicitées que d'autres. Alors, je ne suis pas spécialiste en neurosciences, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais les conclusions de cet article seraient que du côté des locuteurs arabophones, on ait une connexion plus prononcée dans les aires qui sont liées à la morphologie, c'est-à-dire aux formes que peuvent prendre un mot. Et l'hypothèse qu'ils font, attention, ce n'est pas encore sûr, il faudra attendre d'autres articles pour corroborer ça, c'est que puisque le système dérivationnel de l'arabe est très riche, c'est-à-dire qu'à partir d'un mot, on peut former un autre mot. Donc les familles de mots sont un concept très important, et donc par exemple les racines trilitères, quadrilitères sont utilisées pour former tout un ensemble de mots. Le fait d'être conscient de tout cela, de trouver une forme plutôt qu'une autre, ça développerait la partie du cerveau qui s'occupe de la morphologie. Tandis que chez les locuteurs de l'allemand,
Cette partie n'est pas autant développée et au contraire, c'est la partie qui gère la syntaxe, les relations des mots entre eux dans la phrase, donc pas au niveau d'un seul mot, mais de toute la phrase, qui serait plus sollicitée. Ça paraît presque intuitif parce qu'on sait que l'allemand a des règles de syntaxe assez rigides avec une position du verbe déterminée selon la proposition, le type de proposition, est-ce qu'elle est principale, etc. avec la règle du verbe V2. Et donc ce serait une différence entre deux locuteurs. Bon, il y a beaucoup d'internautes qui ont parlé de la confirmation de l'hypothèse Sapir-Whorf, c'est-à-dire l'hypothèse, en simplifiant, que notre vision du monde découle aussi du langage qu'on parle, mais il ne faut pas aller du tout trop vite en besogne. Ce que dit cette étude, c'est simplement qu'il y a des différences dans le cerveau entre le connectome d'un locuteur d'une langue, donc le connectome c'est l'ensemble des liaisons entre les neurones, si j'ai bien compris, d'une langue et d'une autre. De là à dire que ça change la vision du monde, non, ce n'est pas du tout ce que cette étude dit. Il y aura sûrement des études qui suivront avec des locuteurs d'autres langues que l'allemand et l'arabe. Et il faudrait voir aussi avec des locuteurs bilingues. Par exemple, quelqu'un qui parle et allemand et arabe, est-ce qu'il a les deux zones autant développées ou au contraire une moyenne des deux? Bon, c'est pas seulement une zone, hein, c'est un ensemble de zones, c'est plus compliqué que ça. Et puis, bon, c'est une étude sur 47 personnes. 47 personnes x 2, ça fait 94. Ce n'est pas non plus énorme. Donc c'était le premier épisode de cette revue de presse des langues. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des axes d'amélioration, n'hésitez pas, car j'ai fait ça un petit peu à l'improviste. Et je vais essayer d'en faire plus souvent. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à vous manifester dans les commentaires ou à mettre des likes. Ça aide beaucoup, j'imagine.